LibroFest Metropolitano 2022. Bonjour à tous. Effectivement, le mot pollution a une très longue histoire et a énormément changé de signification au cours du passé. Et l'un des objectifs de notre livre, c'était justement de croiser la réalité du phénomène de pollution et de ses évolutions avec l'évolution des significations, des symboliques associées à ce terme. Pour le dire très brièvement, jusqu'au XVIIIe siècle, la pollution est peu utilisée dans la plupart des langues européennes d'ailleurs, et désigne essentiellement l'idée de souillure, avec une dimension religieuse, de sacré. La pollution, ça renvoyait à ce qui aboutissait à souiller des lieux sacrés, par exemple un temple, un édifice religieux. Donc le terme pollution avait en fait une signification très singulière qui renvoyait essentiellement à l'univers du religieux. Et c'est au cours du 19e siècle qu'on va assister à un changement très profond de signification du mot, puisque le terme pollution va acquérir peu à peu sa signification contemporaine, c'est-à-dire le fait d'introduire une substance jugée dangereuse ou toxique dans un environnement, dans un milieu, menaçant les êtres vivants qui composent ce milieu. Et donc au départ, le mot pollution, dans ce sens-là, va être utilisé d'abord dans des publications scientifiques, dans la deuxième moitié du 19e siècle, au moment où l'industrialisation du monde s'intensifie, on commence à parler de pollution pour désigner la contamination des cours d'eau essentiellement. D'abord en Angleterre, puis en France, en Allemagne, à partir des années 1850, on voit émerger cette signification du mot. Et puis progressivement, au cours du XXe siècle, ce terme, d'abord d'un usage très restreint, très technique, réservé aux champs scientifiques, va peu à peu s'élargir. D'abord pour désigner des pollutions de plus en plus diverses. Par exemple, on va commencer à parler de pollution de l'air dans l'entre-deux-guerres, alors qu'au XIXe siècle, pour désigner ce type de pollution, on parlait essentiellement des fumées. Et puis, au fur et à mesure, le terme va sortir de son arène purement scientifique pour devenir un terme utilisé de plus en plus dans le langage commun. Et là, il y a vraiment une bascule dans les années 70, où on peut dire que le mot pollution, dans son sens moderne, passe du champ scientifique au champ politique et médiatique. Et à ce moment-là, le mot pollution commence à envahir l'espace public. Et depuis 40 ans, en quelque sorte, l'évolution du mot n'a pas cessé de se développer. Les significations du terme de s'élargir. Aujourd'hui, on parle de pollution lumineuse, par exemple. Donc, le mot pollution est vraiment devenu une catégorie fondamentale du débat intellectuel et du débat politique. Et ces significations n'ont cessé de se développer, de s'élargir et de se diffuser dans la société. L'étude de la pollution, évidemment, c'est pas quelque chose de récent, mais pendant très longtemps, comme je le disais précédemment, la pollution a d'abord été un enjeu technique. C'est une question qui relevait de l'étude de la chimie, de l'étude scientifique, de l'écologie des différents milieux. Donc, c'était une question essentiellement technique, relevant de la littérature scientifique. La prise en charge de cette thématique par les sciences humaines et sociales, et notamment par les historiens, est beaucoup plus récente. Elle est liée notamment à l'émergence de ce qu'on appelle l'histoire environnementale à partir des années 70. L'histoire environnementale, ça désigne tout simplement cette tendance de l'histoire à ne plus séparer les sociétés des milieux physiques dans lesquels ces sociétés se développent. Pendant longtemps, l'histoire a été essentiellement socio-centrée, c'est-à-dire qu'elle considérait que l'évolution des sociétés répondait à des logiques propres, et les historiens se méfiaient de toute forme de déterminisme physique, de toute forme de déterminisme biologique, renvoyant ces dimensions non humaines à l'étude des biologistes, aux travaux des écologues et autres. À partir des années 70-80 a émergé donc ce qu'on appelle l'histoire environnementale, qui considère précisément que les sociétés humaines elles-mêmes sont sans cesse traversées par des flux de matière, par des interactions avec d'autres vivants, d'autres acteurs non humains, et donc l'histoire environnementale propose de prendre en charge ces dynamiques, ces interactions, ces formes de co-construction entre les milieux, les sociétés humaines et les milieux dans lesquels elles se développent. Et donc, la pollution, depuis les années 70, était une porte d'entrée assez fréquente pour explorer cette histoire environnementale et ces dynamiques sociales et ces interactions entre le milieu physique et les mondes des humains.
Et pour une raison toute simple, évidemment, c'est parce que l'histoire environnementale est d'abord née du constat de la démultiplication des pollutions. Les années 70 sont marquées par les énormes controverses sur les pollutions des grandes villes occidentales, sur la multiplication des marées noires, par exemple. Donc, toute une série de débats de pollution qui vont contribuer à faire de la question des pollutions un enjeu de débat, avec l'apparition de nouvelles régulations, avec l'apparition d'alertes médiatiques sur l'ampleur des pollutions qui menacent le fonctionnement même des sociétés humaines. Et donc, dans ces conditions, les historiens se sont mis de plus en plus à s'intéresser aux pollutions. Et donc, depuis les années 70-80, beaucoup d'études ont été menées sur différents terrains, différents cas particuliers. Mais le paradoxe, c'est qu'au début du XXIe siècle, alors même que la pollution était devenue une préoccupation omniprésente, il n'existait pas véritablement de synthèse globale, de tentative pour donner du sens à ces pollutions dispersées, disséminées. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec mon co-auteur Thomas Leroux, qui a beaucoup travaillé sur ces questions à partir du cas parisien notamment. On a essayé de proposer une première synthèse sur la longue durée et dans un espace très vaste pour penser ce phénomène des pollutions, ses dynamiques historiques et ses évolutions. Le problème avec la question des pollutions, c'est que si on l'étudie de façon, disons, monographique sur un terrain donné, dans un territoire situé ou à un moment particulier, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Parce que la particularité des pollutions, c'est de passer leur temps à se déplacer. Une pollution peut disparaître dans un territoire à un moment donné, mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Ça peut souvent dire qu'elle a tout simplement changé de forme, qu'elle s'est déplacée dans l'espace. C'est par exemple toute l'histoire des grandes pollutions charbonnières des villes européennes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans les années 50-60, toutes les grandes villes d'Europe occidentale étaient plongées dans des nappes de pollution charbonneuse parce que les populations se chauffaient, parce que l'industrie utilisait massivement du charbon pour fonctionner. Et dans les années 70-80, ces grandes pollutions au charbon ont disparu, donnant l'impression aux sociétés européennes qu'elles s'étaient dépolluées en faisant disparaître ce combustible fossile qu'est le charbon de ses usages ordinaires. Mais en réalité, le charbon, évidemment, n'a pas disparu, la consommation de charbon n'a pas diminué, les pollutions au charbon ne se sont pas réduites, elles ont même au contraire explosé depuis 40 ans, mais elles se sont déplacées dans l'espace, alors que c'était des pollutions typiques des sociétés industrialisées européennes au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Ces pollutions au charbon, en quelque sorte, se mondialisent et notamment se développent dans de nouveaux pays qui deviennent les ateliers du monde contemporain, où se localisent les activités industrielles auparavant situées en Europe, qui se délocalisent, l'Europe se désindustrialise, et d'une certaine manière, la désindustrialisation a entraîné une diminution des pollutions, mais ces pollutions ne disparaissent pas, en fait, elles se relocalisent dans d'autres territoires. Et c'est toute l'histoire de la Chine des 40 dernières années, la Chine est devenue l'atelier du monde, et donc la Chine est devenue le principal centre de production de pollution charbonneuse à une échelle considérable. On parle désormais du grand nuage brun d'Asie qui est lié à la combustion massive du charbon dans l'industrie chinoise. Or, ces pollutions au charbon, en fait, c'est pas juste une affaire chinoise, parce qu'en fait, ces pollutions, elles sont intégrées aux produits qu'on importe de Chine et qu'on consomme tous les jours. Donc, d'une certaine manière, l'histoire des pollutions, c'est souvent l'histoire de leur invisibilisation du fait du déplacement dans l'espace des sites de production ou de la mise en place de procédures pour aboutir à une invisibilisation des pollutions. On pourrait prendre de multiples autres exemples. Par exemple, aujourd'hui, on annonce la dépollution du parc automobile par son électrification, mais l'électrification du parc automobile n'entraîne pas une disparition des pollutions liées à la voiture. Elle entraîne plutôt un déplacement des sources de pollution. Là où les pollutions automobiles étaient à l'échelle du véhicule, à la sortie du pot d'échappement, désormais les pollutions seront situées au site de production de l'électricité, soit dans des centrales thermiques qui peuvent fonctionner au charbon, soit dans des centrales nucléaires qui posent toute une série d'autres problèmes environnementaux. Donc c'est l'un des grands enjeux de l'étude des pollutions, c'est essayer de penser à la fois dans une pluralité d'espaces, de temporalité, pour comprendre ces dynamiques de mise en visibilité et d'invisibilisation successive de ce qu'on appelle les pollutions. La question est évidemment vaste, complexe, mais je dirais nécessaire à quoi? Ça dépend de quoi on parle, ça dépend ce qu'on a en tête. D'une certaine manière, cette idée que la pollution est un mal nécessaire, en tout cas, elle est un mal nécessaire à toute forme de croissance de la production, parce que ce qu'il faut bien dire et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que toute activité productive, toute transformation d'une matière, d'un état en un autre,
Et c'est bien ça la production, c'est transformer des ressources, des matières premières en biens consommables. Toutes ces activités de transformation qui sont liées à l'industrie, évidemment, produisent des déchets, produisent des rejets gazeux ou liquides, plus ou moins toxiques, plus ou moins dangereux. Donc l'idée qu'il y aura une croissance de la production, une industrialisation sans pollution est un mythe. Toute production implique des déchets, implique des nuisances, implique des impacts sur le milieu physique, c'est inéluctable. Donc à cet égard, la pollution est évidemment un mal nécessaire à l'industrialisation du monde des deux, trois derniers siècles. Alors cette question du mal nécessaire, elle a évidemment été un enjeu majeur qui s'est posé très tôt, et qui s'est posé dès le début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire dès le moment où l'essor, la croissance des sociétés a été identifiée à l'accroissement de la production et à l'accroissement de la consommation. L'idée que l'idée que les nuisances, les effets secondaires de ces activités sociales que sont la consommation et la production allaient aboutir à une démultiplication des déchets toxiques, cette idée s'est posée très tôt. Et très tôt, la pollution a été pensée comme un mal nécessaire. L'une des meilleures illustrations de ça, c'est par exemple les cartes postales représentant les grandes villes industrielles anglaises à la fin du 19e siècle, montrant les villes plongées dans un brouillard de fumée noire toxique. Et souvent, on trouve plusieurs cartes postales qui expliquent que, par exemple, dans le cas de Manchester, ces fumées noires qui pourraient inquiéter la population sont au contraire pensées comme des sources de prospérité, comme des sources de richesse. Parce que dans les villes industrielles du 19e siècle, le fait qu'il y ait des fumées, donc des pollutions de l'air, et dès l'époque, on sait que ces pollutions charbonneuses peuvent être des sources de maladies, peuvent entraîner des différentes maladies respiratoires, notamment pour les enfants et pour tous les ouvriers qui travaillent dans ces environnements toxiques. En même temps, ces pollutions, évidemment, sont identifiées à l'emploi, à la prospérité économique. Donc la question de la pollution, c'est toujours une question d'arbitrage entre une croissance de la production, une croissance de l'économie d'un côté, et de l'autre côté, la nécessité de réguler, d'encadrer les émanations toxiques de ces activités. Et donc, depuis 2 siècles, en quelque sorte, c'est-à-dire depuis le moment où l'industrialisation du monde est devenue le projet collectif qui porte les sociétés occidentales, puis l'ensemble du monde, ce qui n'était pas le cas avant le XVIIIe siècle, l'idée que la production était un impératif qui allait permettre l'émancipation des individus et la création de sociétés émancipées collectivement, cette idée, c'est une idée assez récente. À partir du moment où cette idée s'est installée dans les sociétés, les pollutions sont devenues en quelque sorte inéluctables et ont été pensées comme un mal nécessaire. Alors, on a cru pendant 2 siècles qu'on pourrait lutter contre ce mal nécessaire, ou en tout cas le contrôler, l'endiguer, notamment avec la thèse de la dilution. Jusqu'au XXe siècle, on a cru qu'il n'y avait pas vraiment de problème de pollution parce qu'on pouvait les évacuer dans le milieu. C'est d'où la course à la hauteur des cheminées d'usine. On a monté les cheminées d'usine de plus en plus haut pour diluer les pollutions dans un environnement de plus en plus vaste, avec l'idée que cette dilution permettrait de faire disparaître le problème de la pollution. Donc, on a fait ça dans les fleuves, on a fait ça dans l'atmosphère, on a fait ça aussi dans les mers. Le problème, c'est qu'on a découvert à la fin du XXe siècle que la Terre était un environnement fini, contraint, avec des limites, et que la dilution n'était pas une solution inéluctable et n'était pas la solution à tous les problèmes des pollutions. Et donc, on retrouve aujourd'hui ce débat qui se posait déjà dans les sociétés anciennes, qui est comment réconcilier une expansion économique, la nécessité de produire, de se déplacer, de faire toutes les activités du quotidien, avec la nécessité de réduire nos pollutions, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont l'une des sources de l'effondrement de la biodiversité, de l'augmentation de nouveaux problèmes sanitaires pour les populations du monde. Et donc, on est dans cette espèce de situation un peu paradoxale et en même temps complexe, qui est, on essaye à la fois de poursuivre le processus d'industrialisation tout en limitant les pollutions. Et c'est cette impasse dans laquelle on se trouve qui fait que de plus en plus de projets sont menés pour essayer de résoudre cette difficulté. La question est gigantesque, il est difficile d'y répondre en 3 minutes, donc je ne vais pas y répondre, je vais juste donner quelques pistes. Comme je le disais, aujourd'hui on atteint un niveau de contamination des différents milieux physiques comme des corps des êtres vivants qui atteint un tel niveau que le mythe de la dilution ne fonctionne plus.
C'est-à-dire que les scientifiques, les observateurs de cette question constatent qu'il ne suffit plus de croire qu'on pourra rejeter les déchets toujours plus loin pour les rendre invisibles et inoffensifs. Certains, dans les années 80, ont cru qu'on pourrait utiliser l'espace même pour pousser plus loin les sphères de la dilution possible. Il y avait des projets pour envoyer les déchets nucléaires dans l'espace, qui ont été abandonnés parce que en cas d'accident, ça serait encore pire et la pollution à la surface de la planète serait encore plus terrible. Donc, on sait désormais que la planète est un territoire fini, un espace fini, que les pollutions doivent être gérées en interne, qu'on peut plus se contenter de les rejeter dans les milieux en espérant que la nature s'autorégule et absorbe ces différentes substances toxiques et polluantes. Donc, dans un tel contexte, évidemment, il faut essayer de trouver des réponses à cette amplification des pollutions. D'autant plus que, et ça c'est un point sur lequel je veux insister, contrairement à ce qu'on croit parfois, les pollutions ne diminuent pas. Certaines pollutions ont disparu, certaines pollutions ont diminué, mais des tas de pollutions nouvelles ne cessent de surgir. Le nombre de produits chimiques mis sur le marché chaque année pour répondre aux besoins des industriels ne cesse de croître. Et les connaissances, les savoirs toxicologiques et épidémiologiques sur l'impact de ces substances sur les milieux et les corps des individus sont toujours en retard par rapport à la mise sur le marché de ces produits. D'où la nécessité de trouver des réponses. Alors le problème, c'est que ces réponses sont à la fois multiples et quasiment toutes insuffisantes. Donc on pourrait opposer deux grandes répertoires de réponses qui s'affrontent aujourd'hui dans le débat public sur cette question. La première consiste... Donc, la première réponse consisterait à accélérer encore le développement industriel, à accélérer la recherche scientifique, avec l'idée que les seules réponses possibles au problème des pollutions relèvent de la solution technique ou de l'ingénierie. Par exemple, face aux problèmes du changement climatique, qui sont eux-mêmes liés à un problème de pollution, si on considère que l'émission de CO2 dans l'atmosphère est à l'origine du changement climatique, c'est bien un problème de pollution qui entraîne des déséquilibres dans la chimie de l'atmosphère et donc des effets climatiques à plus ou moins long terme. Certains proposent des solutions techniques, la capture du carbone, la géo-ingénierie pour introduire des techniques qui permettraient de rééquilibrer l'équilibre physique de l'atmosphère. Et donc ces solutions visent à prolonger en fait ce qu'on pourrait appeler une sorte de technosolutionnisme qui remonte déjà au 19e siècle. Au 19e siècle, il y avait toute une série de projets d'ingénieurs pour manger les fumées, ce qu'on appelle les fourneaux fumivores, qui devaient en fait capter les fumées elles-mêmes pour qu'elles ne soient pas rejetées dans l'atmosphère. Mais évidemment, ça n'existe jamais, les systèmes techniques qui permettent intégralement de capter. Et par ailleurs, souvent, il y a toute une série d'effets rebonds qui font que ces systèmes techniques sont eux-mêmes producteurs de nouvelles nuisances et de nouvelles pollutions. Donc, on est face à un vrai problème, c'est que le solutionnisme ou la solution technique miraculeuse qui permettrait de dépolluer les environnements, qui permettrait de créer des processus de production complètement sains et sans pollution, en fait, ça relève davantage du mythe, où évidemment, c'est porté par toute une série d'acteurs économiques qui ont un intérêt économique à vendre ces solutions techniques, mais on sait bien que ça ne fonctionne pas. Alors, la deuxième solution, évidemment, face à cette relance d'une modernisation écologique, la deuxième solution, c'est de réduire nos empreintes matérielles sur le monde sous la forme, alors certains parlent de sobriété, d'autres parlent de décroissance. Je dirais que ça relève de la même chose. Il s'agit de diminuer notre empreinte matérielle par une diminution de nos consommations et de nos productions. Évidemment, ça pose toute une série de problèmes parce que là, ça implique des modes de réorganisation de nos modes de vie, de nos systèmes sociaux, de nos systèmes économiques, de nos manières de nous déplacer, de nos manières de chauffer, de nos manières de produire. Donc en fait, évidemment, le défi est infiniment plus important et grand que de s'en remettre à de simples solutions techniques miraculeuses qui résoudraient les problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que le technosolutionnisme domine dans l'espace public et que les solutions comme la décroissance sont encore perçues avec beaucoup de méfiance. Mais face à l'ampleur des pollutions qui caractérisent le monde actuel, il n'y a pas vraiment d'autre solution que réduire toute une série de secteurs d'activité, toute une série de pratiques sociales à l'origine de pollution et de toxiques dans les milieux physiques.